De retour dans l'Africa News, notre invité journaliste, Monsieur Oro, est toujours avec nous, ainsi que nos éditorialistes Alfred Chango et Samuel Gembok. Et le Bénin a signé avec le groupe Genesis un contrat d'achat d'électricité pour la production de 120 MW au second semestre 2016. Il s'agit d'une action visant à éliminer progressivement le délestage. Les travaux débuteront à la fin de ce mois de décembre. Oumokel Tsumba. 120 MW d'énergie supplémentaire à l'horizon 2016. Le gouvernement béninois vient de signer avec le groupe Genesis un contrat d'achat d'électricité. Il se matérialise par l'implantation de 2 centrales avec respectivement 20 MW et 100 MW. Un budget de 190 milliards de francs CFA sera nécessaire à la mise en œuvre de ce projet. Au Bénin, comme un peu partout en Afrique, il y a ce déficit en énergie, en particulier en énergie électrique, où les Béninois, 75-80%, en déficit d'électricité. Le Premier ministre béninois, Zinsou, voudrait justement accélérer la mise en place de cette électrification-là pour permettre au fond à tous les Béninois et puis aux entreprises justement de pouvoir accéder à l'électricité. En 2016, le budget qui sera alloué au secteur de l'énergie sera de 33 milliards 135 millions de francs CFA, soit une hausse de près de 43% par rapport à celui de 2015. Pour les analystes, ce programme d'électrification peut être facteur de croissance durable pour le Bénin. Pour produire, on a besoin pour les entreprises d'électricité. Et si l'électricité est mise à disposition, ça augmente la compétitivité des entreprises. Ipso facto, ça impacte justement les recettes du pays, ça impacte justement l'économie et donc la rentrée des devises en réalité. Dans ce jeu justement d'importation-exportation, ça joue beaucoup de transformations sur place des produits. Ça impacterait effectivement la croissance. Afin d'éradiquer les problèmes de délestage au Bénin, le gouvernement projette également l'installation d'une centrale électrique solaire photovoltaïque de 100 MW à Djohoum, une localité située au sud du pays. Samuel, comment jugez-vous la politique énergétique du Bénin? Est-elle suffisamment efficace pour permettre de répondre à la demande croissante? Je pense que le Bénin fait avec les moyens disponibles. Est-ce que cette politique est efficace? Je pense que les besoins sont énormes. Je crois que le besoin optimal en termes d'énergie au Bénin est de 1500 MW. Le pays offre environ 200 MW, je crois, jusqu'en 2014. Et le potentiel du pays est de l'ordre de 600 MW. Donc, si on ajoute 100 MW, c'est déjà une bonne chose, ça va permettre de réduire un certain nombre de problèmes. Mais cela ne sera pas suffisant. Il va falloir investir encore dans les énergies renouvelables. Il va falloir investir dans les énergies thermiques. Et je pense que c'est à ce niveau que le Bénin arrivera à réduire le gap qui existe sur le plan énergétique. Il y a une volonté politique, il y a une identification des besoins, mais encore une fois, il faudrait qu'il y ait une forte mobilisation financière pour résoudre tous ces problèmes. Oui, Monsieur Oro, la dépendance énergétique, les différents délestages, pas seulement au Bénin, mais dans le reste de l'Afrique, cela freine considérablement le développement économique d'un pays. Oui, ça freine considérablement, comme vous l'avez dit, vous l'avez signalé vous-même, vous l'avez souligné vous-même. C'est un symptôme, c'est symptomatique à pratiquement tous les pays de la sous-région. Mais pour le Bénin, c'est encore plus grave parce que le Bénin dépend de l'extérieur concernant son énergie. Il dépend de l'extérieur, donc ça, c'est encore plus grave. Espérons qu'avec la COP21 qui s'est relativement, qui va s'achever bientôt ici à Paris, les États africains auront véritablement un peu d'argent qui pourront utiliser, certainement peut-être le Bénin ou Assapa, j'espère beaucoup de millions, pour pouvoir injecter dans le secteur du développement des énergies renouvelables. Imaginez près de 700 000 tonnes de déchets en ordures ménagères que la capitale uniquement du Cotonou produit par jour. On peut l'utiliser pour produire de l'énergie. Je pense que ceci est possible pour une économie, pour un pays qui veut se développer, pour avoir un bassin industriel, il lui faut de l'énergie. Et je pense que ceci est essentiel. Et aussi le réseau électrique béninois qui est vétuste, qui est vieillissant, participer, aider à le renouveler, certainement, parce que quand il est vieillissant, il y a des pertes en énergie comme l'énergie, comme vous le savez, l'électricité n'est pas... On ne peut pas la conserver, donc du coup, il y a beaucoup de pertes. À côté de ça, il y a le pétrole que le Bénin ne produit pas, que le Bénin ne transforme pas. Donc tous ces éléments, il faut que
énergiquement, en termes de ce qui concerne la question de l'énergie, c'est l'un des ventes remous en ce qui concerne le développement de ce pays qu'est le Bénin. Hier, Madagascar a décidé de suspendre provisoirement ses vols vers l'Asie à partir du mois de janvier 2016. Il s'agit précisément des lignes Antananarive-Guangzhou en Chine et de Bangkok en Thaïlande. Cette mesure a été prise par la compagnie dans le cadre d'un programme de suppression des liaisons jugées non rentables. Un programme qui vise notamment à améliorer la trésorerie et donc à renflouer les caisses de la compagnie nationale. Oumou Keltsumba. La compagnie Air Madagascar va suspendre ses vols vers l'Asie à partir de janvier 2016. Il s'agit des lignes à destination de la Chine et de la Thaïlande, une mesure dictée par des difficultés financières. En 2015, la multinationale a réalisé un chiffre d'affaires de 463,1 millions d'euros et a transporté 1 370 423 passagers. Air Madagascar est effectivement dans un certain nombre de difficultés, principalement des difficultés financières. Le pays est dans un carrefour entre l'Afrique et l'Asie. Donc à ce niveau-là, c'était aussi cela la stratégie de Madagascar, de se positionner comme un trait d'union entre l'Afrique et la zone asiatique également. Et à ce niveau-là, cela pouvait bien marcher. La situation financière semble bloquer cette stratégie qui pourtant, d'un point de vue géographique, a tout pour fonctionner. En juillet 2015, l'État avait octroyé une subvention de 2 milliards d'Ariari pour sauver Air Madagascar qui était en difficulté. Selon les experts, la sortie de crise de la compagnie doit passer par un nouveau business plan, ce qui implique un soutien financier de l'État et le renforcement des appareils en service. À ce niveau-là, il y a deux stratégies qui peuvent être clairement définies, c'est-à-dire soutenir le développement de la compagnie par le renforcement de ses finances, éventuellement la recapitalisation, l'acquisition de nouveaux appareils, mais tout cela ne peut être efficace que s'il y a une stratégie globalement solide, évidemment liée au tourisme notamment, c'est-à-dire accompagner tout cela par le développement du tourisme à Madagascar. Les dirigeants d'Air Madagascar annoncent la reprise des dessertes vers la Chine et la Thaïlande en avril 2016. Afin de concrétiser cette démarche, le transporteur envisage de nouer un partenariat avec la compagnie réunionnaise Air Austral. Alfred, cette suspension des vols vers l'Asie, est-ce qu'on peut craindre que ce n'est qu'un début ? On pourrait le craindre, effectivement, puisque c'est une question non seulement de gestion de cette ligne, mais en même temps de seuil critique de rentabilité. Or, on s'aperçoit effectivement que Air Madagascar n'a pas réussi justement à fidéliser sa clientèle vers ces deux destinations. Bien sûr, il y a eu des entrepreneurs malgaches qui ont pu profiter de cette ouverture qui leur était offerte pour faire venir un certain nombre de produits, mais ça n'a pas été rentable parce qu'effectivement le seuil de transportabilité entre guillemets n'a pas été atteint. Donc du coup, ça signifie pour Air Madagascar, et on le dit souvent sur ce plateau, de mutualiser les moyens, pas seulement avec la compagnie réunionnaise. Il faut voir avec l'île Maurice pour qu'il y ait justement une compagnie unique de l'océan Indien qui permettrait justement de mutualiser les moyens pour plus d'efficacité et puis voir quelles sont les lignes qui sont les plus productives, les plus rentables et continuer à exploiter dans ces sens-là. Tant qu'on n'a pas une politique qui va dans ces sens-là, mais on court à la catastrophe. Et donc, du coup, là, on le voit justement dans la manière de gestion de cette compagnie Air Madagascar. Les États ne peuvent pas soutenir financièrement les compagnies aériennes. Il faut alors, dans ce cas-là, privatiser. Et puis voir comment faire entrer justement des opérateurs privés dans le capital de la compagnie. Et puis comme ça, on le voit, même des grandes compagnies, des vieilles compagnies comme Air France sont en difficulté, mais qui ont réussi bien sûr à se regrouper avec d'autres compagnies, supprimant des lignes qui ne sont pas rentables, coupant par là sur le personnel pléthorique. Donc il faut que des petites compagnies comme ça travaillent ensemble et puis rentabilisent les moyens dont ils disposent. Oui, Monsieur Auro, nous en parlions en début de semaine. Il n'y a pas que Air Madagascar qui connaît des difficultés. Sénégal Airlines, dont la dette est estimée par les autorités à 60 milliards de francs CFA, est dans une situation critique. Comment on explique que ces compagnies nationales aériennes aient tant de difficultés ? Est-ce qu'il y a eu un manque de stratégie à la création de ces compagnies ?
Oui, il y a certainement la question de la stratégie au départ, puis il y a des questions aussi structurelles aussi. Et puis à côté de ça aussi, il y a la concurrence. Il y a de nouvelles compagnies qui sont arrivées, les compagnies qataries qui sont arrivées, d'abord avec le service que ces compagnies proposent, qui sont franchement, avec les prix qu'elles proposent, qui sont hors normes. Donc quelquefois, beaucoup de passagers préfèrent prendre ce type les compagnies qataries. Imaginez, pour desservir l'Asie, la Chine et autres, très souvent tout le monde préfère prendre Emirates ou je cite une compagnie comme ça parce que on voyage bien certainement là-dedans et certainement ces compagnies sont subventionnées, c'est les pétrodollars qui circulent là-dedans. Voilà pourquoi c'est situation. Donc il y a tous ces éléments-là qui jouent. Moi je pense que comme l'a dit Alfred Shongo, il serait intéressant qu'au niveau d'un certain nombre de compagnies, que les gens pensent certainement comme à l'époque la vieille Air Afrique, certainement qu'on y revienne, mais certainement avec de nouvelles bases. On revient avec une compagnie sereine qui passe de nouvelles bases avec un certain nombre de choses. Sinon, partir avec des compagnies nationales individuelles, ça ne sera pas possible de vendre des grandes multinationales qui arrivent avec des offres de services exceptionnelles et des prix défiant toute concurrence. Ça va être difficile pour ces petites compagnies nationales de pouvoir tenir la route, quoi. Samuel, très rapidement, un mot sur ces compagnies régionales qui apparaissent de plus en plus comme une véritable alternative pour sauver toutes ces compagnies nationales. Absolument, je partage les analyses qui ont été produites et aussi la nostalgie de M. Oro sur Air Afrique. Je pense que si la communauté de l'océan Indien pourrait mettre une compagnie pour assurer le trafic dans les différentes îles, Dieu seul sait combien ça coûte pour prendre un billet à partir de Paris ou de Londres pour les îles dans l'océan Indien. Ça coûte excessivement cher et le trafic est très long. Donc si on peut mettre en place une compagnie régionale dans l'océan Indien, ce serait une très très bonne chose pour les populations. Et nous allons passer aux chiffres du jour. Entre 10 et 15 milliards de dollars, c'est ce que coûterait la fraude en République démocratique du Congo, selon le conseiller du président Joseph Kabila en charge de la corruption, monsieur Luzolo Bambi. Monsieur Oro, une réaction quant à ce chiffre? Bon, moi, ça ne me surprend plus, ça me surprend plus, vous savez, la question de la corruption. Et quand c'est le collaborateur de Kabila qui le dit, bon, ça a plus de crédibilité, mais les chiffres, franchement, peut-être qu'ils sont beaucoup plus hauts. Alfred? Mais oui, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil congolais. C'est depuis un moment que ça dure, cette chose-là. Rapidement. Il y a quelques années, un ami à moi, qui était inspecteur des impôts ici en France, avait été détaché justement par le ministère des Finances à Kinshasa pour susciter le civisme fiscal et la lutte contre la fraude douanière. Il a essayé de faire pendant une année, il est revenu désespéré complètement. C'est-à-dire que ce sont les mêmes agents de l'État qui sont affectés à la fois à la Direction générale des impôts, à la Direction de douane et accises, qui, dans les différents bureaux, participent justement à l'évaporation des recettes fiscales. Donc c'est vraiment un trou sans fond. Il faut que y ait la non-impunité pour ces gens-là. Il faut les punir, ceux qui détournent, mais vous savez, quand on commence à faire ça, on s'aperçoit que ce sont même les gens proches du pouvoir qui sont au cœur de ce système, et puis c'est la tragédie. Merci Alfred. Merci Amira, ça a été un ravissement de vous retrouver sur ce plateau. Merci à mes très chères téléspectatrices aussi. Merci à vous Samuel. Merci Amira, bonsoir. Et merci à vous Monsieur Oro, je rappelle que vous êtes journaliste, merci pour vos analyses. Merci de m'avoir invité. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. Mais l'Africa Newsroom, ce n'est jamais fini puisqu'on se retrouve demain pour une nouvelle émission toujours consacrée au secteur de l'assurance sur le continent africain. À très vite et merci de nous suivre.